tâche de présider une table en crise qui porte sur dangerosité et crise sociétale. Pourquoi en crise? Parce que c'est une table très hétérogène, car on parle de crise sociétale. Or, les crises, il y en a elles sont des manifestations très diverses. Et la crise là où on la voit de prime abord. Alors on va entendre Stéphanie Parasco-Manaïc qui va nous parler du terrorisme, non pas nécessairement comme crise intrinsèque, mais plutôt comme vecteur de crise dans l'espace public et liberté. Puis nous entendrons Michel Oleg, qui nous parlera du mouvement des Gilets jaunes. Non pas nécessairement comme crise intrinsèque non plus, mais plutôt comme symptôme d'une autre crise. Je suis Caroline Montero, vous parler d'une crise qui est pour le coup exactement une crise, là où elle est, et qui n'a rien à voir avec les précédents, puisque je prendrai l'exemple des scandales sanitaires. Ce qui permettra peut-être à François Chiez, qui est à ma gauche, médecin spécialiste des maladies infectieuses, et notamment et surtout pour ce propos, directeur de la veille et de la sécurité sanitaire, qui interviendra et répondra peut-être à mon désarroi ou celui dans lequel je vous aurais laissé. Et puis nous avons un invité surprise, Mathieu Dufour, pas tellement surprise, qui a rapatrié dans notre table sur les crises, qui est substitut du procureur général de la Cour d'appel de Saint-Denis, et qui aura la liberté de réagir à tout ou partie des sujets abordés et apporter éventuellement son pénaliste sur les notions de crise sociétale. Alors, sans plus attendre, je cède la parole à Stéphanie Parasco-Manaïc, qui nous parle de terrorisme. Alors, merci Madame la Présidente. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement les organisateurs de ce colloque, Cathy Pomar et François Caffarelli, pour cette invitation. Donc, au terme de cette journée plus une table ronde de colloque, il semble qu'il y ait une sorte de combat entre les propos dangerosité et les autres. Au final, ceux qui veulent rejeter cette notion. Alors, je vous l'annonce d'emblée, je ferai partie des premiers, c'est-à-dire des pro-dangerosité, et je ne suis pas sûre que ça soit rassurant. En effet, la dangerosité se distingue du simple danger en ce qu'elle comporte une dimension incertaine, aléatoire, voire éventuelle. Tout se passe comme si, et je reprends là les propos de Robert Castel, il n'y avait que des imputations de dangerosité, c'est-à-dire l'hypothèse d'un rapport plus ou moins probable entre tels ou tels symptômes actuels et tels actes à venir. Cette probabilité influe non pas sur le danger lui-même, dont la nature et le degré sont identiques, mais sur le sentiment qui l'accompagne. L'incertitude va amplifier l'angoisse du danger, plus que combattre, c'est assurer sa défense ou sa sécurité qui va primer. Dans cette perspective, le terrorisme est dangerosité. Il s'identifie à la fois dans un danger, qui est presque un critère objectif, et dans une peur du danger, qui sera un critère beaucoup plus subjectif. D'une part, les actes de violence vont révéler une haine profonde à l'égard d'une communauté, d'un État ou d'un pays. Ils matérialisent le danger lui-même. D'autre part, la volonté d'instaurer un climat d'incertitude va nourrir justement ce sentiment d'incertitude. Qui, comment, où? Toutes ces questions sans réponse vont fragiliser une construction sociale qui devrait pourtant se reconnaître dans l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en vertu duquel, je le rappelle, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme, ces droits étant la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Face au terrorisme, dont aucune solution n'est véritablement satisfaisante et dont aucun expert ne peut prévoir la survenue, le pouvoir politique en place cherche non pas une solution au danger lui-même, mais à la dangerosité que représente ce phénomène. Les réactions se doivent alors d'être rapides et à la hauteur du sentiment qui s'empare des citoyens. Loin d'être animés d'une
pouvoir politique. Cette sécurité s'exprime à travers une quête sans fin du risque zéro, dont les restrictions aux libertés en est la conséquence. Les pratiques de renseignement, de fouilles, d'interdiction, de surveillance vont se renforcer au détriment de garanties de liberté. Si cette restriction des droits et libertés face au terrorisme en France n'a pas débuté avec l'instauration de l'état d'urgence en 2015, ce dernier est symptomatique d'une situation où la dangerosité atteint un degré tel qu'elle en devient une situation de crise pour les libertés. Le journal Le Monde établira cette relation en rapportant les propos du porte-parole du ministre de l'Intérieur, je vais vous citer. La réponse ne peut pas être la manifestation du 11 janvier. Il faut réagir différemment. On est un cran au-dessus, donc les autorités doivent employer un signal très fort. Ce signal fort résonnera dans le déclenchement de l'état d'urgence. Cet état de crise est généralement présenté comme une extension des pouvoirs de police des autorités civiles, contrairement à l'état de siège qui lui préfère les autorités militaires. S'il est vrai que toute loi est une loi de circonstance, en ce qu'elle est le résultat d'événements d'un contexte particulier, toute loi n'est pas pensée pour la circonstance. Or, la loi de 1955 relative à l'état d'urgence est une loi pensée pour les événements de la guerre d'Algérie. Elle n'a donc, a fortiori, pas été pensée pour des attentats terroristes. Et des évolutions étaient ainsi nécessaires pour pallier les manques de cette législation. Pourtant, ces adaptations n'auront pas seulement pour conséquence une application plus contemporaine de la loi. Comme on peut le craindre, il va y avoir un régime de plus en plus restrictif des libertés, ou plutôt de leurs garanties. Revenons un peu dans le passé. Dès l'ordonnance du 15 avril 1960, la loi de 1955 amorce un tournant présidentialiste inaugurateur d'un régime beaucoup protecteur des libertés. La version originelle établit en effet une séparation entre, d'une part, la déclaration de l'état d'urgence et d'autre part, sa mise en œuvre. Et il y a également une distinction des compétences, là où le Parlement déclare, l'exécutif œuvre. Désormais, la déclaration est faite en Conseil des ministres. Seule la prorogation doit faire l'objet d'une loi. Si ce transfert de compétences peut apparaître anodin, il est symptomatique d'une volonté de contourner ce que certains élus considèrent comme un formalisme contraignant, dont la suppression se justifierait par des idéaux de rapidité et d'efficacité. L'état d'urgence de 2015 sera un bel exemple de ce mouvement restrictif des libertés, où les autorités se considèrent dans l'obligation d'avoir une réponse sécuritariste proportionnelle au niveau de dangerosité. En effet, les mesures prises en matière de police administrative seront largement assouplies. Désormais, ces autorités de police peuvent mettre en place des restrictions à la liberté d'aller et venir, des perquisitions administratives, des mesures restrictives des libertés de réunion. L'un des exemples les plus emblématiques est, selon moi, mais il y en a d'autres, l'assignation à résidence. Depuis la loi de 2015, l'assignation à résidence est une mesure de police administrative, c'est-à-dire que toute personne peut être assignée dès lors qu'il existe, je cite la loi, des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public, là où la loi relative à l'état d'urgence de 1955 exigeait une simple activité constituant une menace, c'est-à-dire un terme beaucoup plus objectif. La loi de 2015 lui substitue au contraire un comportement. Cela conduit à un assouplissement des conditions de l'assignation à résidence au profit d'un pouvoir de police administrative qui va être compétent pour identifier ce comportement. C'est ainsi que le fondement de cet article, que sur ce fondement, justement, ont été prises des assignations à résidence, par exemple, vous l'avez peut-être entendu, pour la COP21, contre des militants écologistes. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Alors, du 25 novembre 2015 au 12 décembre 2015, donc près de un mois, les militants écologistes avaient obligation de se présenter 3 fois par jour au commissariat de police, à des heures fixes, et de rester chez eux de 20h à 6h du matin. Le Conseil d'État, à l'image des conclusions de son rapporteur public,
menace terroriste soient les mêmes que les motifs permettant de fonder l'assignation à résidence. Là encore, la marge d'appréciation des autorités administratives dans la mise en place des restrictions aux libertés se voit élargie. La loi du 30 octobre 2017, qui, je le rappelle, est la dernière loi de programmation et qui est aussi connue sous le nom de SILT, donc la loi de sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme, est présentée comme inscrivant dans le droit commun des mesures inspirées de la loi relative à l'état d'urgence. Elle permet désormais aux autorités de police, dans un contexte hors crise, je le précise, on n'est plus dans l'état d'urgence, d'ordonner la fermeture des lieux de culte, d'instaurer un périmètre de sécurité, enfin de protection plutôt, où la circulation et l'accès des personnes y sont réglementés, de prendre des mesures individuelles et de contrôle administratif, de surveillance, de procéder à des visites domiciliaires et saisies. Toutes ces mesures sont soit identiques à celles de l'état d'urgence, soit inspirées par elles. Cette transposition entre le régime de l'état d'urgence et le droit commun n'est en définitive que la cristallisation de la dangerosité, d'une culture de la peur qui appelle encore et toujours plus de mesures supposées garantir une sécurité parfaite, au détriment de la liberté. Au contraire, tout se passe comme si émettre une critique sur la restriction des libertés revenait à approuver le terrorisme. Désormais, il convient d'acquiescer lors de la mise en place de mesures individuelles et subjectives par la police administrative. Ces mesures peuvent alors, sans que cela ne paraisse choquant, être fondées sur un faisceau d'éléments subjectifs relatifs au comportement de la personne visée par la mesure, à partir desquels l'autorité de police déduit de manière subjective la dangerosité de la personne, et je cite ici les propos de Paul Cassian. Ainsi, il pourrait sembler naturel d'affirmer, avec Olivier Beau et Cécile Guérin-Bargue, qu'un tel constat réduit à néant l'idée martelée par les gouvernements, selon laquelle l'état d'urgence serait en quelque sorte une application de l'état de droit et que ce dernier sortirait même renforcé de l'état d'urgence. Je vous remercie pour votre attention. Je distribue la parole. Alors, j'ai oublié de présenter un petit peu les profils. Stéphanie est docteur en droit public. Michel Bollet, qu'on va entendre, est docteur en sociologie. Je suis moi-même enseignante en droit public. Vous avez des publicistes un petit peu là qui vont intervenir. Je passe donc la parole à Michel Bollet. Bien, bonjour, je vous remercie d'être présent. Donc, mon propos, modestement aujourd'hui, est simplement d'attirer l'attention sur la question du respect des droits fondamentaux, dont celui de s'exprimer et de manifester dans une société où la dangerosité viendrait en quelque sorte, et entre autres, se poser dans un refus d'entendre, de manière répétée, ce que disent certains mouvements populaires, catalogués par certains codes violents et donc dangereux, parfois les mêmes d'ailleurs, qui posent la dangerosité. Ainsi, me semble-t-il, le terme de dangerosité peut devenir dangereux et nous devons être attentifs quant à son utilisation, car si la dangerosité est pour ma part une question subjective, le danger est une notion, beaucoup plus subjective. Quand le peuple ne se sent plus écouté, il se rappelle de bon souvenir ceux qui le dirigent. Les Gilets jaunes en sont la figure emblématique en France, et d'autres mouvements mondiaux le rappellent sous d'autres formes, que cela soit au Chili, au Liban, à Hong Kong ou en Espagne. Gilets jaunes, comme les autres mouvements, ne cherchent plus à se faire voir, mais à se montrer, au sens étymologique du terme, monstrare, et démontrent donc avec force leur sentiment de mécontentement et de colère. En bas d'une société qui ne comprenne pas, faute d'en être exclue ou en risque de l'être. De fait, inutile de rappeler les chiffres économiques pour comprendre que du chômage au pouvoir d'achat, la préoccupation majeure est bien présente dans cet endroit, faisant ainsi apparaître les fractures sociales voire territoriales. Certes, le mouvement se radicalise. Qu'est-ce que la radicalité si ce n'est que de revenir à la racine, la jeunesse pour tenter de comprendre d'où vient ce sentiment de ne plus avoir de place, de ne plus être compris par ceux qui disent ce que la société
ce chaos provoque et émerge une solution tout au moins grande, et ce que Sioran appelait en son époque le triomphe de la morale et exige souvent l'expérience douloureuse de l'amour. Deux figures apparaissent alors, le groupe des Gilets jaunes, les gentils, et les casseurs, les méchants. Opposition claire, le monde semble plus facile à comprendre qu'un monde complexe et global. Cependant, tous deux sont bien à saisir comme l'expression d'une même crise sociale, au risque de ne pas traiter, voire d'exclure un groupe au profit d'un autre. Quant à l'État, il se sert de ces débordements pour décrédibiliser cette expression populaire. Il semble donc que les revendications se portent principalement sur le pouvoir d'achat. Mais n'est-ce pas légitime de le faire ainsi quand l'apogée de la société de consommation est à son comble et semble se dessiner comme le Graal absolu, ainsi comme le souligne Jean Baudrillard? Cette société de consommation ne mène-t-elle pas à sa destruction, voire à sa propre consommation? De fait, saturées de sens que la société impose, les sociétés des citoyens sont en recherche de symboles où l'imaginaire social ou collectif prend le pas sur la rationalité productive ou légale selon Max Weber. Le feu brûle ainsi nos excès dans une tentative de purification de ces derniers. Les carrefours incendiés dont certains seront occupés pour allier tout au moins à la réunion tradition et technologie. On va danser le maloyen et tout à la fois de la techno et des jeux de lumière. Se conjugue pleinement, n'est-ce pas, l'expression de la post-modernité, où amplifiant ainsi le caractère émotionnel et affectuel du rassemblement. Ainsi, à la Réunion, l'étouffement progressif de l'île semble poindre, revivifiant ainsi nos vieilles terreurs du manque et de l'émeute, où dans le tragique de la situation ne se dessine aucune solution. Et comme le soulignait Elias Canetti, l'instant de survivre est l'instant de puissance. Puissance, tel est bien l'enjeu du débat. Le peuple oublié. Donc, puissance, tel est bien l'enjeu du débat. Le peuple oublié non seulement traverse la rue, mais surtout l'investit et l'occupe pleinement les élites. Et les élus sont clairement désavoués au profit de l'institué, comme le soulignait René Houreau à propos des événements de 1768. Ce peuple oublié a enfin l'occasion, l'opportunité, le kairos, comme disaient les Grecs, d'occuper la scène sociale et souvent médiatique. La recherche principale est à vivre l'instant présent comme l'instant éternel, l'instant jubilatoire de jouissance où la puissance des images et des ondes s'inscrit pleinement dans la thèse de Guy Debord. Cette société du spectacle est amplifiée par la puissance des réseaux où chacun filme et diffuse son petit mouvement. L'information est ainsi livrée sans aucun filtre puisque non institutionnalisée, non formalisée, amplifiant une forme de pouvoir horizontalisé auquel tant de citoyens aspirent. La centralité souterraine et l'enracinement dynamique sont en mouvement dans cette action. Le droit clandestin s'invite et souffle le pouvoir constituer sa puissance qu'elle tire de l'institution. Une véritable demande d'activité est au cœur de ce mouvement où chacun veut se retrouver en l'autre et où le sentiment de mépris tant exprimé dans ce mouvement se doit être mis à mort. Bien évidemment, le débridement collectif peut parfois se faire dans l'excès et dans la destruction, mais comme le souligne un nouveau Sioran, à certains moments de son histoire, la vie en société ne mérite d'être vécue que sur les délices de ses ruines. Quoi qu'il en soit, le retour du Dionysos, dieu de la folie, de l'ivresse et de l'excès, est à l'œuvre et se rappelle à notre bon souvenir, se réjouissant de ce débridement collectif dans une société trop longtemps tenue et régie par la figure du dieu Prométhée, comme l'avait déjà souligné en son époque Michel Maffezoli. Ce débridement n'est que la résultante de ce désenchantement du monde, comme l'avait prédit en son temps Max Weber. Ainsi, la parole du peuple se libère tout autant sur les ondes que dans la rue, parole à laquelle la plupart des politiques ne peuvent déchiffrer, faute d'avoir vécu. Je vérifie le temps d'avoir vécu trop longtemps dans un entre-soi si rassurant. Cette expression populaire peut parfois apparaître désordonnée, anarchique, mais elle est exprimée à partir de la raison du cœur, la raison sensible dont on sait au moins depuis Pascal est puissante. Cette expression non plus rationnelle mais émotionnelle fait d'autant plus d'écho à ceux qui entendent ou s'entendent au travers de cette dernière, certes terrorise les uns, mais affectionne et attendrit les autres. Ainsi est la conséquence du désaveu de la population pour les politiques de tous bords, d'une saturation d'un discours trop longtemps tenu par ces derniers
s'expriment alors davantage comme des cris plutôt que comme des discours bien construits. Les institutions ont longtemps joué le rôle de fédérer les hommes, mais force est de constater qu'elles ne peuvent plus le faire aujourd'hui, comme l'a souligné François Huppé, trop désacralisées et trop décrédibilisées qu'elles le sont. Le peuple se sent alors livré à son propre destin qui pense cruel et non prometteur au demeurant. Ce mouvement devient alors l'expression de ce réenchantement du monde. C'est pourquoi les Gilets jaunes sont bien le catalyseur de toutes les doléances, de toutes les revendications sociales, économiques, culturelles, visant à la l'unité, à la solidarité et peut-être à une identité commune, voire à un idéal communautaire. Ainsi, ce mouvement, au-delà de ces turbulences, voire de ces violences, est bien le reflet d'une société en quête de sens, en quête d'une nouvelle forme de solidarité, au sens durkheimien. L'interdiction de manifester les Gilets jaunes et les appels à la législation de se rendre sur les manifestations n'arrivera pas à une idée dont le temps est venu, disait M. Weber, et à son époque, et risque au contraire d'aboutir à une société de plus en plus liberticide. Ainsi, force est de constater que la démocratie, si elle n'évolue pas dans ses formes, notamment dans sa représentation, dans la désignation de ses représentants et dans le dialogue, risque fort de se retrouver en difficulté. Le lien social semble être réinterrogé dans une société, sinon posé comme verticalisé entre ses dirigeants et ses dirigés. Pour conclure, je dirais que la dangerosité serait alors de ne pas entendre ce que nous disent ces différents mouvements au risque de faire courir un véritable danger à nos démocraties. Je vous remercie. Alors, je me donne la parole à moi-même. Je souhaite vous parler de scandale sanitaire. Aucun ce qui vient d'être dit, si ce n'est qu'ils peuvent donner, à l'instar d'autres sujets, tous les ingrédients d'une crise, et pas seulement d'une crise sanitaire, mais une crise sociétale, en tant qu'ils traduisent un dysfonctionnement majeur du système politique et juridique, en tant que également ce type de scandales sont associés à une perte de confiance durable qui sont les ingrédients de la crise sociétale. J'ai pas eu tellement de difficultés sur la sémantique du colloque qui interroge depuis hier, puisque je pense je parle de choses véritablement dangereuses et non pas potentiellement dangereuses. Je crois qu'on n'est pas à la dangerosité s'agissant de scandales sanitaires. En revanche, je me suis quand même un petit peu interrogée sur les droits fondamentaux. Quels sont les droits fondamentaux à l'œuvre quand on parle de scandales sanitaires? Eh bien, même si c'est un droit très collectif et peu reconnu de manière individuelle, peu immuable, le droit à la protection de la santé, qui est proclamé par de nombreux textes internationaux, qui a valeur constitutionnelle en droit français, et qui est ce que j'appellerais un droit socle de tout le système sanitaire français. Et sur ce socle, on va trouver des droits fondamentaux, notamment des droits à des soins appropriés. Et dans le droit à des soins appropriés, on va trouver le droit à la sécurité sanitaire. Alors, je vous rappelle, puisque la loi le prévoit et l'a écrit de manière très précise, le droit à des soins appropriés, qui est d'ailleurs reconnu comme une liberté fondamentale par le Conseil d'État, donc une liberté invocable, implique le droit pour toute personne de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire. C'est un droit, c'est écrit dans la loi. Et de continuer, l'article du Code de la santé publique continue en disant « Les actes de prévention, d'investigation ou de traitement et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir au patient un risque disproportionné par rapport aux bénéfices escomptés à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé. » Voilà notre droit fondamental, il est là. Le droit à des soins appropriés et au sein desquels on va trouver le droit à une sécurité sanitaire. Alors, le droit à la sécurité sanitaire, qui est donc inscrit dans la loi, nécessite des mesures. Et ça va être des mesures de police sanitaire, des mesures qui vont garantir le droit à la sécurité sanitaire. Et on va trouver plusieurs déclinaisons de ces mesures de police. On parle de matériaux-vigilance pour surveiller
de biovigilance pour surveiller les produits issus du corps humain, les organes, les tissus, les cellules, etc. Bref, la sécurité sanitaire, c'est une police de surveillance du risque. Voilà pour les droits fondamentaux. Alors, quelle dangerosité, quelle crise? Tout est potentiellement dangereux, on le dit depuis. La vie c'est dangereux, la nature est dangereuse, et la nature est en cause, est vecteur de crise sanitaire, comme les épidémies, les problèmes liés à des événements climatiques tels que la canicule par exemple, ça renvoie à des problèmes de santé publique. On peut trouver des crises sanitaires causées par la nature. Les produits de santé sont encore plus potentiellement dangereux. Je l'ai même dit, je pense qu'ils sont intrinsèquement et certainement dangereux. Et c'est là que nous devons intervenir dans leur utilisation, l'analyse de la balance bénéfice-risque. Et là aussi, on a connu des grandes crises, ou plutôt des scandales, ce qui va, à mon sens, bien au-delà de la crise sanitaire et peut justement nous faire basculer sur une crise sociétale. Nous n'avons pas été épargnés, qu'il s'agisse de dispositifs médicaux avec les prothèses PIP, qu'il s'agisse de médicaments issus de la chimie, d'Istilbène, Mediator, des patines, ou de médicaments d'origine humaine, sans contaminer, hormones de croissance. Nous n'avons pas été épargnés. Et si l'activité médicale, comme l'activité de police sanitaire de surveillance, ont longtemps bénéficié d'un régime de responsabilité extrêmement tolérant à l'erreur, très favorable à l'administration, parce que c'était des activités réputées particulièrement difficiles, particulièrement porteuses de risques. Et si donc on ne sanctionnait pendant très longtemps que les fautes dites lourdes, il y a des scandales qui ont allègrement franchi le seuil de tolérance de l'erreur. Et l'affaire du Mediator me semble être une illustration d'une faillite majeure de l'ensemble et de l'activité pour les fournisseurs de produits de santé, et surtout faillite majeure des pouvoirs de police et de la police de la surveillance sanitaire. Après cette introduction qui est trop longue, vient mon propos qui est beaucoup plus court, mais c'est comme ça. Vous dire en 2 points qu'en dépit de ce que l'État français est devenu très présent dans la prévention et la réparation du risque sanitaire, ce sera mon premier point, en dépit de ça, on a connu une situation absolument impensable dans laquelle l'État a été non pas seulement défaillant, mais responsable d'une exposition à la dangerosité. Un premier point, un État très présent dans la prévention et la réparation du risque. De quoi je parle? Je parle de notre société qui est devenue totalement rétive au risque. Ça veut dire qu'on observe de manière générale depuis des décennies une baisse du seuil d'acceptabilité du risque et une baisse encore plus forte du seuil d'acceptabilité des dommages issus du risque. Et ces 2 abaissements de seuil se traduisent par un besoin accru de sécurité d'une part et un besoin accru d'indemnisation des dommages qui arrivent lorsque le risque se réalise. Et le législateur, comme le juge, ont pris acte de ce besoin de surveillance extrême. D'un point de vue indemnitaire, on a observé tout un déclin de responsabilité pour faute lourde. On a retenu la responsabilité pour faute simple, voire la responsabilité sans faute, ce qui impliquait que les dommages allaient être réparés. Et puis le besoin s'est fait si fort, le besoin indemnitaire s'est fait si fort que dans les années 2000, le législateur a multiplié le recours à la solidarité, c'est-à-dire a créé des fonds d'indemnisation pour réparer les dommages issus des risques. Parallèlement, sur le besoin de sécurité, le législateur a tenté d'encadrer ce besoin de sécurité sanitaire en répondant à ce qu'on évoquait ce matin, ce que le professeur Clément Marnier évoquait ce matin, en répondant ici à quelque chose qui était demandé et non pas subi. C'était un besoin de surveillance exacerbée. On a besoin de surveillance exacerbée en matière sanitaire. Peu après le scandale du sang contaminé, on a une loi de 98 qui a renforcé la veille sanitaire et le contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme et qui a créé notamment l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé que vous connaissez sous le nom, sous son acronyme AFSAPS, qui est instauré un système de vigilance renforcée. L'AFSAPS a implosé avec le scandale du Mediator.
qu'il y a de quoi nous pardonner quand surgissent des véritables scandales. Et je termine sur ce deuxième point. Je veux revenir sur le naufrage de la FSAPS et le scandale du Mediator. Nous sommes passés, c'est un épisode dans lequel l'État a été responsable d'une exposition à la dangerosité. Responsable. Vous connaissez l'histoire, le Mediator, c'est un antidiurétique qui est autorisé en 1974 par le ministre de la Santé, qui est mis sur le marché en 1976. Il est très rapidement prescrit hors l'autorisation de mise sur le marché. Il provoque des valvulopathies cardiaques et de l'hypertension artérielle pulmonaire, qui sont deux maladies très graves. Quel est le problème? Le Mediator n'est pas un risque. D'emblée, il est un produit dangereux. On a le rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales de 2011, alors que je vous conseille de lire. Un jour, vous avez trop le moral, ou si vous êtes trop serein sur la société, je vous conseille de lire le rapport de l'IGAS, qui dit que dès l'origine, l'autorisation n'aurait pas dû être donnée, et qu'à tout le moins, une surveillance accrue aurait dû être mise en place. Dès l'origine, dès 1974. Dès 1995, on a des alertes qui remontent à la FSAPS. En 1999, les alertes ne laissent plus aucun doute. Le Mediator est dangereux. Il cause des décès. Vous savez le temps qu'il a fallu pour le retirer des pharmacies. 10 ans de plus. Novembre 2009, pour retirer le Mediator des pharmacies. Le scandale éclate en 2010 grâce à Hélène Frachon. La responsabilité civile des laboratoires comme de l'État via son agence est engagée et le procès pénal est actuellement en cours. La responsabilité de l'État, pour en revenir sur cette faillite, elle ne fait aucun doute. Elle a été reconnue par le Conseil d'État en 2016, lequel Conseil d'État a profité de l'occasion pour abaisser justement le seuil de supportabilité de la faute. C'est-à-dire qu'en 2016, il sort du régime de responsabilité de faute lourde de la police sanitaire. La rebascule dans la faute simple, c'est-à-dire que faute simple suffit désormais à entraîner la responsabilité de l'administration. Ce qui est un message, on sent que le ton du juge monte face à une attente sociale. Je dis c'est un message parce qu'en l'espèce, on avait tous les ingrédients de la faute lourde. Je pense que le message du juge qui va bien dire une faute simple suffit, c'est une façon de répondre à une attente sociale de justice. Un tel scandale sanitaire nous paraît assez intolérable. On a évoqué hier le fait que la dangerosité ne se mesure qu'une fois que le risque s'est réalisé. Dans ce cas, le danger était connu, le risque s'est réalisé, et il n'y a eu aucune réaction pendant 10 ans. Donc nous sommes bien au-delà des difficultés de prévention, d'observation, de gestion du risque. Nous sommes même, et c'est ce que je reproche le plus à ce type de scandale, nous sommes même au-delà de l'analyse et de l'éventuelle autocritique qu'on pourrait faire de notre propre seuil d'acceptabilité du risque, parce qu'on a basculé dans une faute impardonnable. Et dans une société qui rejette le risque, il s'agit là d'un dysfonctionnement difficilement compréhensible et difficilement surmontable, et ce n'est pas seulement parce que je manque de temps que je ne vous dirai pas comment supporter ou comment comprendre ce dysfonctionnement majeur, c'est parce que je ne le sais pas. Et je passe donc cette tâche à François Chilet. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Dure tâche de répondre. Je vais peut-être juste souligner, et j'adhère avec tout ce que vous avez dit, je vais même peut-être enfoncer le coup. On parle du Mediator, mais ce qu'on met en 1985, il y a un médicament qui sort, c'est les isomérides. L'isoméride, il a toutes les vertus. C'est un ça permet effectivement de diminuer son poids, d'avoir des effets obligatoirement positifs sur éventuellement le diabète et sur d'autres éléments. Il a le prix du MEDEC, la grande réunion et des laboratoires et de la pharmacie ou autres. Il a tous les prix possibles et inimaginables. Il est fait par le même laboratoire. Et lorsque l'on va ressortir, de nombreuses années après, le Mediator, si on avait été capable, et les gens ont été capables, et ceux qui ont fait le Mediator le savaient, on retrouverait une grosse partie de la molécule de l'isoméride qui, entre-temps, avait tué déjà des personnes, avait généré effectivement des procès et autres.
complexe, mais en tout cas, ça permettait d'avoir un signal qui n'est même pas faible, qui est fort, et qui génère les mêmes causes de mortalité. Et donc on va se retrouver 10 ans, 15 ans plus tard, premièrement, avec quasiment la même molécule, le même laboratoire, et qui va le ressortir. J'insiste et j'enfonce le clou. Nous sommes probablement, là c'est médecin qui parle pas, je n'ai jamais prescrit, mais vous pouvez ne pas me croire, ni de l'un ni de l'autre, c'était pas mon domaine, les maladies infectieuses, mais même, peu importe, c'est pas le sujet. En revanche, on se retrouve face à une période où les coups fins vont être interdits, pour des raisons effectivement de dangerosité ou de psychiatrie. Pour faire ça. Et de fait, le médecin généraliste va se retrouver face à une situation, on va lui dire c'est un antidiabétique, très rapidement il voit, c'est pas vraiment un antidiabétique, c'est surtout un coup fin, c'est comme il suit ses patients, et il va céder à la pression à la fois des patients et à sa propre faiblesse. Et donc ça c'est un élément de société sur lequel il est important de faire. Mon objectif n'est pas de stigmatiser les uns et les autres, mon objectif est de dire quelle est la faiblesse de notre société par rapport à ce que l'on peut effectivement porter. Le nombre de boîtes de Mediator qui a été vendu montre bien effectivement l'attrait qu'il générait. Parce qu'effectivement, il rentrait dans un domaine dans lequel il n'y avait plus effectivement ces fameux coups fins, et donc on n'arrivait plus à faire maigrir, sauf intervention chirurgicale, sauf intervention lourde. Et donc à un moment donné, effectivement, tout ça est parti. Troisième coup enfoncé. J'ai ces titres, mais je suis inspecteur général des affaires sociales, membre de l'IGAS. Donc, coupez le micro. Vous vous rendrez compte qu'effectivement, lisez, si vous voulez déprimer, le rapport de mes collègues sur le Mediator, et disait effectivement l'AFSAPS. L'AFSAPS, on en parle, mais peu. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que tous les responsables, ou presque, de l'AFSAPS ne sont pas cités. Parce que ce sont tous nos collègues, ce sont tous les personnes qui sont en position de pouvoir sur la gauche, sur la droite et tout ce qui s'ensuit. Et ça, c'est en cours de jugement, mais on va bien voir ce qu'il en sort. Et Dieu sait, je ne les citerai pas, si ce sont des noms célèbres et respectés, et qui sont à Sciences Po et qui sont partout, sont les mêmes. Donc voilà, je ne veux pas être rentré dans le populisme parce que je ne serais pas tout à fait d'accord avec l'intervention de mon collègue tout à l'heure, mais c'est normal, on confronte nos opinions, et vous voyez qu'il y a quand même des situations qui sont complexes. Un élément en général, et pour ne pas être trop long, parce que cette notion de crise effectivement majeure, on a pris effectivement Isoméride et Mediator, mais l'incohérence de chacun d'entre nous vis-à-vis de la crise, elle est réelle. Le simple, peut-être vous m'avez entendu parler sur ce sujet, pourquoi s'acharner à ne pas se faire vacciner contre la grippe, alors que c'est une maladie qui tue plus que ne tue la dingue, puisqu'elle tue 20 personnes par an, la dingue en a tué pendant 2 ans personnes, ce qui est toujours trop, j'entends bien, alors que le vaccin existe et que les personnes à risque ne sont que 35% à La Réunion et à se faire vacciner. En plus, c'est gratuit. Donc on est par rapport à cela sur l'incohérence la plus totale par rapport à ce que l'on demande à l'État à ce moment-là, ce que l'État propose et aussi ce que les médecins ne veulent pas faire parce que les médecins eux-mêmes ne se vaccinent pas et donc favorisent la circulation du virus. Sur la stigmatisation, je vais vous donner un exemple très simple. Lorsqu'on veut parler d'ouverture par rapport à l'information sur la dangerosité et autres, remontons il y a longtemps, remontons dans les années 85, une interview où on en est de la lèpre en France. L'interview se fait, et tout est une maladie qui peut se guérir, de la tout. L'interview est très bien documentée. Le Parisien libéré, à l'époque, sous cette forme, va titrer après cette interview 5000 cas de lèpre à Paris. Et donc l'effet qu'il
devient un effet de repoussoir et de panique. Et on est dans la même situation. Revenons sur notre île, et qu'est-ce qui se passe? Telle ou telle maladie et autres, 2 cas de Zika. Je me retrouve sur un plateau où je suis face à un journaliste de très grande qualité qui va passer son temps à essayer de me dire où est la personne qui a ce cas de Zika. Comme si nous on ne savait pas et comme si on n'essayait pas d'empêcher la circulation du virus autour. Et en plus, il y a la protection aussi des personnes et de la confidentialité. Vous voyez, on est dans des parts. Je n'ai pas suffisamment de temps, je pense qu'il faudrait faire rien que sur ce sujet. Et je propose effectivement qu'on puisse le faire, mais on est à ce niveau-là. Et je terminerai par cette notion qui a bien servi à la fois l'État, les philosophes et tout ce qui s'ensuit, parce que les sociologues, pardon, les philosophes, ils sont pour rien. C'est effectivement le risque zéro. Le risque zéro, ça a permis à un moment donné, je le résumerai de façon très simple. Je vais prendre un directeur général de la santé qui me disait je suis resté 10 ans et je n'ai eu aucun problème. Et il a l'air de dire, en fait, j'y suis pour rien, j'ai eu de la chance, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'y suis arrivé. Le problème, c'est que malheureusement pour lui, juste au moment où il est parti, la merde est arrivée. Donc, malgré tout, il avait une responsabilité collective. Mais on est face à des situations de crainte, comment dirais-je, qui ne sont pas quelquefois très réalistes et très adaptées à la situation. On pourrait vous parler de la peste à Madagascar, où mon homologue rappelle qu'elle n'est pas endémique à Madagascar, qu'elle existe depuis le 19e siècle. Donc on a des situations qui sont extrêmement complexes par rapport à la réactivité à la fois des pouvoirs publics des autres pays, à la fois de nos propres pouvoirs publics. Je pense que c'est un petit peu, peut-être un peu confus par rapport à l'ensemble des sujets. J'avais une liste à l'après-vert de situations à décliner, et je terminerai en disant pendant 20 ans, je me suis occupé à la Salpêtrière avec d'autres, mais heureusement de patients qui avaient le sida. On est passé d'un service où il y avait 1 mort par an à un service où il y avait 2 morts par jour. Donc ça doit marquer quelque part d'une façon ou d'une autre. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Globalement, au départ, les patients savaient autant que nous, ça c'est clair. Puis à un moment donné, on a continué dans cette logique-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vous aviez en face un patient qui disait « Mais on en a marre que vous sachiez rien. Et on en a marre que ce soit nous qui partagions cette connaissance. On veut que vous sachiez. » Et donc, ça pose une autre question, qui est celle effectivement par rapport à la dangerosité, qui est celle du rôle du médecin. Et peut-être qu'à un moment donné, on n'avait pas à cacher les choses, en rien, mais on avait à reprendre un rôle qu'on a un peu oublié. C'est peut-être pas politiquement correct ce que je dis, mais je peux vous assurer, c'est l'expérience qui parle. Je vous remercie beaucoup. Je vais passer la parole à M. Sonny Dufour pour des libres propos en réaction ou non à ce qui vient d'être dit. Oui, je vous remercie déjà de Baudin pour son invitation. Je suis effectivement invité surprise. Ce qui me frappe en fait dans les différents thèmes abordés aujourd'hui en lien avec la dangerosité, c'est qu'ils s'intéressent tous à la justice, ils s'intéressent tous, en particulier le ministère public que je représente aujourd'hui, que l'on parle de terrorisme. On sait que le parquet est au cœur de cette problématique avec la création spécifique du parquet national antiterroriste, que l'on parle de crise des gilets jaunes, où il y a eu, je rappelle, un peu plus de 10 000 gardes à vue en lien avec le mouvement des gilets jaunes et des centaines, alors j'ai plus les chiffres exacts, je les avais rappelés, près de 2000 comparutions immédiates, donc gérées par les parquets de France, en particulier dans la région parisienne. Que l'on parle de crise sanitaire également, dans tous les cas, le citoyen ou la police vont se tourner vers le procureur, vers le ministère public pour donner une suite judiciaire à la crise en question. Et c'est toute la difficulté aussi de l'exercice, c'est que le ministère public est à la fois un organe qui a vocation à maintenir, d'une certaine façon, à collaborer, on va dire, au maintien de l'ordre public, en particulier à la crise dite des Gilets jaunes, mais qui est aussi un organe
à effectivement s'asseoir un petit peu sur un certain nombre de principes démocratiques. Et c'est toute la difficulté de l'exercice. J'entendais tout à l'heure effectivement le terme de liberticide. On va vers une société liberticide. Alors évidemment, je n'irai pas jusque-là. On est dans l'état de droit, on est dans une démocratie où on arrive à mettre en œuvre des mécanismes juridiques, contrôle de la Cour de cassation, Conseil d'État, contrôle du Conseil constitutionnel, qui permettent, lorsque effectivement le législateur ou le pouvoir exécutif outrepasse un petit peu les limites admissibles dans un état de droit, on vient contrebalancer par le contrôle juridique, l'annulation, l'abrogation éventuelle de textes qui sont trop liberticides. C'est toute la difficulté de cet exercice pour nos ministères publics. Et on a à cœur, puisque quelques esprits chagrins nous ont contesté le terme d'autorité judiciaire, je crois qu'au contraire, en fait, on est vraiment cette courroie de transmission entre la société et le tribunal, qui en définitive n'a à juger que ce qu'on veut bien lui donner à juger, nous en tant que partie poursuivante. Et nous sommes très, très attachés à ce principe. Nous ne sommes pas des préfets judiciaires, nous sommes absolument libres d'interpréter la loi, de l'appliquer avec tout le discernement nécessaire, en particulier dans des situations de crise comme les Gilets jaunes. Et vous aurez remarqué, peut-être en suivant l'information, il y a effectivement énormément de condamnations qui sont intervenues. Il y a des procès qui commencent à se tenir également contre des représentants des forces de l'ordre. Donc le ministère public n'est pas forcément le bras droit de la police ou de la gendarmerie. Il est aussi amené lui-même, pour faire respecter les libertés individuelles, à poursuivre si nécessaire des représentants des forces de l'ordre. Vous aurez également remarqué qu'il y a énormément aussi de gens qui ont été remis en liberté. Il y a eu des classes ensuite. C'est pas parce qu'on a amené quelqu'un à l'issue d'une manifestation et qu'on le présente comme coupable ici ou de ça que nécessairement il va terminer dans le tribunal correctionnel. Ça aussi c'est très important et c'est une des spécificités de notre système. Je suis évidemment à la disposition pour répondre à toutes les questions un peu plus techniques sur le sujet. Mais voilà, c'est vraiment ce qui me frappe aujourd'hui. Les thèmes abordés précédemment m'intéressaient également, bien entendu, la justice, mais je trouve que la question de la dangerosité est très intéressante parce qu'en plus on bascule de manière contrôlée vers une pénalisation de comportements, on va dire, de délits, non pas d'intention, mais avec des actes préparatoires. Je pense par exemple à l'association de malfaiteurs à caractère terroriste. Si on prend l'exemple du terrorisme, je pense au délit d'attroupement, au groupement en vue de commettre des violences quand on parle plutôt des mouvements type gilets jaunes. On est là dans une pénalisation d'un début de passage à l'acte, d'une intention de faire quelque chose d'illicite et de dangereux. Mais il faut toujours qu'il y ait des actes matériels d'exécution préparatoire. On n'en est pas encore à incarcérer des gens parce qu'ils ont l'idée peut-être de commettre un délit, de casser du policier, passez-moi l'expression, ou de commettre un attentat. On a une exigence aussi probatoire en termes d'éléments matériels avant le passage à l'acte qui permettent de mettre en mouvement l'action publique sur ce type de délit, qui est importante et qui là aussi, à mon humble avis, la garantie d'un état de droit et qui nous permet de rester dans les limites effectivement d'une société démocratique, mais qui va vers une tendance sécuritaire qui est assez nette ces derniers temps.